Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission. Et dans cette émission, on va parler des droits des squatteurs. Et c'est une émission qui fait écho, qui fait la suite des deux précédentes. Finalement, on est dans une trilogie, comme j'aime le faire habituellement. Pourquoi je fais une suite alors que c'était fini au précédent épisode? Pour deux raisons. Alors déjà, la première, je vais la couvrir tout de suite en introduction parce que j'ai pas envie d'y passer 2 heures. Il y a encore eu des vidéos sur notre jeune couple où là carrément on accuse le mari, j'ai vu des extraits en fait, carrément d'être un trafiquant, enfin je sais pas, il a eu un casier judiciaire, etc. Bon, pour moi, n'a aucun intérêt de quelque sorte que ce soit. Tu as le droit d'avoir fait des conneries et il est allé en prison apparemment pour ça. Je vois pas pourquoi on parlerait de ça. J'ai pas traité de ce sujet-là, j'en ai conscience, mais ça n'est pas mon métier. Ça, c'est donc la première raison, parce que j'avais quand même ce mot à ajouter que je n'avais pas dit dans le précédent épisode, dans les 2 précédents épisodes que je t'invite à écouter avant d'écouter celui-ci. Et la deuxième raison, c'est que tu ne le sais pas. Il y a de ça 1 an ou 2, une auditrice, Céline, que je salue, qui est un peu plus qu'une auditrice, qui est aussi une cliente, qui m'a envoyé donc un reportage et qui m'a dit « Tiens Nicolas, ça serait bien que tu fasses une analyse dessus et je vais plaider coupable. » J'ai pas voulu le faire. Alors pourquoi j'ai pas voulu le faire ? J'ai plusieurs raisons. La principale, c'est que je trouvais ce reportage exceptionnel et que je me suis dit c'est quand même dommage d'en faire une analyse parce que je trouvais ça, je voyais pas l'intérêt que j'avais à analyser ça. Or là, je trouve que par contre, il a vraiment sa place dans cette trilogie et il va clouer merveilleusement bien la fin de toute cette aparté que j'aurais fait dans les Qui veut être mon associé. Donc, accroche ta ceinture, ça n'est pas fini. On attaque l'analyse d'un reportage de BFM Télé qui au départ dure environ 23-24 minutes et qui risque de durer relativement longtemps sur le sujet que nous affectionnons tant depuis cette fameuse début de trilogie, les squatteurs. Mais avant, et comme d'habitude, prends le téléphone d'un ami, abonne-le sauvagement à l'émission ou alors laisse-moi des étoiles et un commentaire là où tu écoutes cette émission ou alors, si tu veux directement qu'on travaille ensemble, tu vas sur immobiliercompagnie.com. Dans l'onglet formation, il y a une formation, enfin il y en a 2, mais c'est une seule et unique formation coupée en 2. 1 million et 10 millions, tu cliques et on travaille ensemble. Ou alors, dans l'onglet livres, il y a mes livres, y compris mes nouveaux livres. Tu cliques et tu les reçois dans ta boîte aux lettres. On finit donc par se dire qu'il est temps de rentrer dans l'univers merveilleux des squats. Accroche ta ceinture, je risque encore un petit peu de m'énerver, mais à mon avis un petit peu moins que dans l'émission précédente. Patrick Magnéto. À 20 minutes de Lille, c'est une petite maison en briques comme tant d'autres dans cette commune du Nord. Mais sur la façade, un détail attire l'œil, un mot un peu étrange, maison habitée. C'est Joël qui l'a écrit. Cela fait pourtant 30 ans que cette retraitée habite ici, mais elle a tenu à faire ce rappel. Pour bien montrer qu'il y avait quelqu'un, en fait, qui a été habité et non pas abandonné, comme ils auraient pu éventuellement le croire. Car à la rentrée, Joël a eu une très désagréable surprise à son retour de vacances. Le vendredi 18 septembre, elle découvre que des gens se sont introduits dans sa maison, par effraction. Donc ils ont ouvert de chaque côté, je ne sais pas comment, pied de biche, je ne sais pas. Et puis ensuite, tous les poids, bon, pour ouvrir la porte. Ce ne sont pas des cambrioleurs, mais des squatteurs. La retraitée, qui alors ne peut plus rentrer chez elle, prévient aussitôt la police. Elle réussit à récupérer sa maison le lendemain, mais voici ce qu'elle découvre, à commencer par la cuisine. Il y a eu des dégradations dans la cuisine ? Oui, déjà la plaque qui est carrément brûlée, je ne sais pas. La haute qui a disparu, là-haut. Et puis le frigidaire, frigo congélateur, qui était là, dans le coin. Pendant son absence de 2 semaines, les squatteurs ont tout saccagé. Il n'y avait plus rien, plus de photos, plus rien. L'armoire à moitié défoncée. C'est moi maintenant qui squatte ici, en fait. Rapidement, bon, tu as compris le contexte. On est face à une dame qui est partie 15 jours en vacances, qui a laissé son logement. Des personnes sont rentrées par effraction en ciblant des points de faiblesse
des entrées en fait qui sont très simples en fait. Donc en fait, juste pour te décrire et que tu comprennes, il y a des volets roulants. Ils ont ouvert par le bas. Donc en fait, tes volets roulants, quand tu les attaques par le bas, ils s'ouvrent beaucoup plus facilement. Tu commences à péter les 2-3 premières lames et puis après en fait le moteur comment dire. En fait, les volets roulants, si tu veux, c'est un moteur en haut et des lames. Donc s'il y a moins de lames, en fait le rideau tombe. Et donc une fois qu'il n'y a plus le rideau, tu as accès à la porte. Donc il suffit d'attaquer le bas, de gratter les 2-3 premières lames. Tu tires, il n'y a plus ton rideau automatique. Et ensuite derrière, il y avait une porte qui ne me semble pas être une porte à 3 points. Il savait comment attaquer la serrure. La personne, elle est partie 15 jours en vacances. À J+1, le lendemain de son départ, ils étaient dedans. À vue de nez, je vois la porte. J'ai un peu l'habitude. Moi, j'ai fait pas mal de travaux. Je m'y connais un peu dans les serrures, etc. La porte que j'ai vue là, c'est une porte que tu peux forcer en quelques heures. Vraiment, un conseil que j'ai à te donner ici, pour les logements que tu vas avoir, même les tiens, etc., c'est d'avoir cette capacité à bien choisir les bonnes portes d'entrée. Alors bien évidemment, les portes à 3 points, c'est un peu plus efficace, mais là où ça joue, c'est sur la serrure. Alors on est sur un podcast, malheureusement, je ne peux pas te montrer, mais en gros, il y a plusieurs types de serrures. Il faut que tu favorises les serrures qui sont plus complexes à ouvrir que les autres. En gros, c'est toutes les serrures plutôt rondes et pas les serrures avec cette espèce de tige vers le bas. Encore une fois, voilà, excuse-moi, on est dans un podcast, j'essaye de t'expliquer, mais c'est compliqué, il faudrait que je te montre. Mais il y a vraiment, et là on était sur le type de serrure malheureusement qu'il ne faut pas avoir. On est vraiment sur des serrures, quand on sait faire, en 30 secondes on pète la serrure, ça fait tomber les points. Et on est vraiment sur une maison où on peut faire une effraction en quelques heures. Donc même s'il y avait des gens qui passaient par là et qui voient qu'il y a quelqu'un qui trafique quelque chose, ça va tellement vite quand tu sais faire que tu te dis, bon, le mec il avait peut-être problème de porte et puis il est rentré chez lui. Donc vraiment, sois très vigilant sur les types de serrures que tu emploies pour tes logements. Ça va avoir des conséquences sur les effractions que peuvent éventuellement subir les logements. De même que ça paraît bête, je te donne aussi des astuces que je connais. Avoir des chiens, ça fait une différence. Moi, je ne suis pas un grand fan des chiens dans mes logements, mais tous mes locataires qui ont des chiens n'ont aucun problème. Ceux qui n'en ont pas ont plus de problèmes. Bien évidemment, je te le dis, parce qu'on est sur Internet, donc la question du chat se pose. Mais les chats ne servent à rien, hein. Tous mes locataires qui ont des chats ne sont pas protégés pour autant. Ça ne marche qu'avec les chiens. Donc voilà. Finalité, le conseil à retenir ici, c'est les serrures, les types de portes, le nombre de points et les volets roulants devant les portes. Ça ne te protège absolument pas. Sa fille nous emmène vers la cour à l'arrière de la maison, où toutes les affaires de sa mère ont été jetées. Ils ont fait croire qu'ils prenaient possession de la maison. Ils ont tout mis, nos affaires là, pour dire comme quoi, s'il y a quelqu'un qui rentre ou quoi que ce soit, pour dire exactement qu'ils sont vraiment chez eux. Qui étaient-ils? Combien étaient-ils? Joël n'a pas vu les squatteurs, mais elle a découvert ce mot accroché à la fenêtre. Un couple et leurs 4 enfants disent habiter ici. Ils donnent leur nom et les prénoms de chacun des enfants. Et, surprenant, ils indiquent les coordonnées d'un avocat. Mon avocat qui me remet ce papier afin que le propriétaire ou l'huissier mandaté par lui rentre en contact avec elle. Le texte mentionne aussi un article du Code pénal qui dissuade les propriétaires de se faire justice eux-mêmes. Ils risquent 3 ans de prison. Article 226, 4.2 du Code pénal. À l'aide de manœuvre, menace, voie de fait. Le traumatisme est encore vif. Pour Joël et sa fille, c'est le monde à l'envers. Comment vous avez réagi du coup en découvrant ce mot? Bah moi j'étais choquée, je comprenais pas le mot en fait. Déjà je comprends pas. Déjà le mot il est pas clair quoi. Alors déjà sur le mot qui était affiché par les squatteurs, il manque un élément qui n'a pas été lu, qui a dû être enlevé au montage, les 30 000 € d'amende qu'on a vu dans les précédents épisodes. Donc bien évidemment tu risques 3 ans de prison si tu fais justice toi-même et 30 000 € d'amende. Ça c'est le premier point. Deuxième point donc, comme ça avait été dit dans le passage d'avant, je ne l'avais pas analysé, mais bien évidemment, ils ont enlevé le frigo, ils ont enlevé des choses, mais ils ne les ont pas enlevés. Ils revendent ce qui est revendable, ils remettent leurs affaires. Enfin bref, c'est tout un micmac qui est assez connu des professionnels du secteur. L'objectif, c'est bien évidemment, en cas, je dirais, de volonté de reprendre possession des lieux, d'avoir la capacité de prouver au travers du plus possible d'éléments, eh bien, le fait qu'on habite ici. Alors volontairement ici, je ne vais pas te donner toutes les astuces. D'abord parce que premièrement, je ne connais pas toutes les personnes qui écoutent
bien évidemment ces émissions. Deuxièmement, parce que je pourrais dire des choses aussi que certains squatteurs ne savent pas et qui sont à leur avantage. Donc moi, mon but ici, c'est de t'aider avant tout de comprendre comment ça fonctionne. Il faut que tu saches que vraiment, il y a toute une économie qui est connue par les personnes qui pratiquent ce genre de prise de possession de logement sous la force et qui utilisent tout ce dont ils ont à disposition pour étayer le fait qu'ils sont dans les lieux depuis un temps certain, en tout cas un temps suffisant pour enrayer l'appareil judiciaire et pour qu'ils y restent les 3 ans, parce que globalement en fait, en gros, c'est ça le jeu auquel on joue aujourd'hui. Quand tout est bien fait, quand on est face à quelqu'un qui connaît bien la loi, qui agit de façon malhonnête volontairement et qui prend possession des lieux de façon cohérente, bien, il a la possibilité de rester 3 ans dans les lieux. C'est 3 années, crois-moi, pour un propriétaire, c'est extrêmement long et c'est tellement long que ça peut faire péter un câble à certains d'entre eux et je le comprends. Enfin, il y a un dernier élément que je veux que tu entendes et qui est essentiel aussi par rapport à ce que je t'ai dit tout à l'heure. Les poubelles, alors ça je veux qu'on en parle vraiment. Tes poubelles peuvent être marquées. Pareil, je ne te donnerai pas toutes les informations, mais en gros, ils vont avoir tendance aussi. Bon, il y a plusieurs choses. Premièrement, il y a des quartiers dans lesquels il y a des circulations de personnes qui passent et qui vont un petit peu jauger les logements dans lesquels il y a peu de personnes, pas souvent de passage, parce qu'il y a beaucoup de logements vides en France, il faut le savoir. À la suite de quoi, il peut y avoir des marquages sur poubelles discrets qui vont être élaborés par un certain groupe de personnes à destination d'un autre groupe de personnes, soit pour un vol, c'est très courant, soit pour du squattage. Donc vraiment, on parle de marquages qui sont effectués sur les poubelles, aussi sur quand tu as des portails à l'entrée des bâtisses, sur le haut des portails, ils vont poser un objet qui va avoir comme objectif d'indiquer que la personne elle est partie pour X temps. Fais très attention, ce sont des informations qui circulent. Il faut être très vigilant aujourd'hui, malheureusement, parce que voilà, il y a toute pas une économie, mais oui, une mise en place parallèle. Il faut savoir aussi, et je suis obligé de le dire, qu'il y a des professionnels, des faux professionnels qui exercent sur ce marché-là. Donc ça consiste en quoi? Quelqu'un qui se fait passer pour un agent immobilier, qui va vendre ses services de la même manière qu'un agent immobilier, qui aura fait une infraction dans un des logements et qui va ensuite vendre le logement à des personnes qui ne connaissent pas la loi, avec qui il va faire un faux bail, etc. Lui, il va se barrer, il va disparaître, il va mettre les personnes en place et après, adviendra que pourra, chacun se débrouille de son côté. Donc voilà, entre les bandes organisées qui en ont fait un business, les squatteurs qui sont aussi organisés parce qu'ils connaissent la loi et qui en profitent, et ensuite les personnes qui, elles, sont dans le besoin et qui essayent de s'en sortir et qui veulent faire de mal à personne, on se retrouve sur un marché un petit peu particulier où finalement, les propriétaires sont les victimes et où on se retrouve acculé avec une personne qui habite dans les lieux. Et alors, quand il y a des enfants, comme on l'a vu dans l'émission précédente, voilà, c'est quasiment impossible de les déloger. Point hyper important que je veux que tu entendes, l'émission que je suis en train d'analyser, elle a été réalisée avant la loi qui a été mise en place récemment et qui permet l'expulsion des squatteurs de façon express dans les 48 heures. Attention, si les 48 heures sont passées, je te le répète, mais parce que c'est la répétition qui fait l'apprentissage, tu ne peux pas les expulser. Et deuxièmement, attention aussi, tous les préfets ne veulent pas l'appliquer. Si tu as tout fait dans les délais et que le préfet ne veut pas appliquer la loi, tu dois saisir le préfet pour le contraindre à appliquer la loi. Voilà, j'insiste parce que c'est important que tu le saches. Tout ça est hallucinant depuis toujours. Mais bon, c'est en train d'évoluer, pas assez vite à mon goût, mais en train d'évoluer, donc c'est quand même positif. Et Joël n'est pas la seule à avoir découvert ce mot. Dans la même commune, il a été trouvé en mars dernier sur un logement squatté. Et à 20 minutes de là, à Lille, dans ce quartier, un document de ce type a aussi été affiché sur la fenêtre de cette maison. Elle appartient à Michel, âgée de 79 ans. Malade d'Alzheimer, elle vit actuellement dans un EHPAD. C'est sa petite fille Laetitia qui nous reçoit. La famille a découvert que la maison était squattée depuis juillet lorsqu'ils ont voulu la vendre. La vente de la maison devait servir tout simplement à mettre les sous sur le compte de ma grand-mère pour qu'elle puisse continuer à rester à l'EHPAD, même si c'est une petite somme, peu importe la somme. Mais elle a travaillé toute sa vie avec mon grand-père pour avoir cette maison et je trouverais ça injuste qu'elle ne profite pas de ce qu'elle a bâti avec lui pour sa fin de vie, en fait, tout simplement. Alors j'arrête ici pour intervenir. Bien évidemment, je suis complètement d'accord avec le discours, mais j'aimerais ici introduire pour toi une petite réflexion qui mérite quand même que tu t'y attardes. Imagine un discours légèrement différent
où on est une petite fille qui parle de sa grand-mère, mais d'une riche héritière ou d'une riche personne. Imagine que en fait, la maison qui soit squattée, ce soit en fait la maison de Liliane Bettencourt. Là, pourquoi je te demande de faire cet exercice? Parce que, en tant que bon français, et j'espère me tromper, mais je vais quand même le dire, il y a de grandes chances que tu te dises « Ah, mais alors c'est pas pareil, tu comprends, voilà, de l'argent, c'est pas grave. » Mais si, c'est grave en fait. C'est-à-dire que dans ce pays, ce que je reproche, c'est que tu vois, ce genre de discours est mis en avant. Mais si ce discours avait été légèrement différent, qu'il s'agissait en fait à la place d'une personne à laquelle, bien évidemment, on a énormément d'affection, parce que c'est logique, on se dit oui, effectivement, elle a travaillé toute sa vie avec son grand-père, il reste qu'elle, il faut payer l'hôpital, etc. Mais s'ils avaient été riches en fait, en quoi ça aurait fait une différence? Est-ce que tu crois qu'un riche, qu'une petite fille de riche, elle a moins d'affection qu'une petite fille de pauvre envers la maison familiale? Mais la réponse est non en fait. C'est toi, en tant qu'être humain, qui appose un jugement de valeur et qui va atténuer la peine d'une personne qui est riche parce qu'elle a de l'argent. Mais c'est la société qui t'a mis ça en tête. C'est la société française. Le problème n'est pas de savoir que les personnes soient riches ou pauvres. Le problème n'est pas de savoir que les personnes galèrent ou pas. Ça n'est pas la question. La problématique cachée derrière tout ça, c'est qu'en réalité, ça n'est pas juste. Que ce soit des riches ou des pauvres, ça n'est pas juste. Et si tu commences à traiter différemment les riches que des pauvres, bien tu manifestes ni plus ni moins qu'une forme de racisme. Une forme de racisme anti-riche. Alors je sais qu'aujourd'hui, il ne faut pas parler comme ça. C'est la réalité. Et si tu es raciste envers les riches, tu n'auras jamais d'argent. Parce que tu ne peux pas obtenir quelque chose que tu n'aimes pas. C'est impossible d'espérer avoir de l'argent dans la mesure où on a un rejet vis-à-vis de lui. Comment veux-tu qu'il t'arrive de bonnes choses dès l'instant que tu te comportes comme ça? Bien évidemment, je sais bien qu'il y a des gens qui vont écouter cette émission et qui sont en train de dire « Nicolas, qu'est-ce que tu racontes? Je ne pense pas comme ça. » Mais reconnais avec moi que si on avait un discours devant nous de quelqu'un qui tenait des propos les mêmes que ceux qu'on vient d'entendre, sauf que la personne, elle s'avérait être une multimilliardaire ou une multimillionnaire, tu n'aurais pas la même réaction. Et ce que j'essaye de te pointer du doigt, c'est cette différence de comportement qui est complètement anormale et que j'aimerais que tu commences à faire évoluer ou à changer. Ça serait bien. L'EHPAD coûte près de 2000 € par mois à Michel, qui a été femme au foyer toute sa vie et vit avec une toute petite retraite. C'est un agent immobilier qui a découvert la situation lors d'une visite avec un acquéreur. Qu'est-ce que c'est cette photo? Donc ça, c'est une photo que l'agent immobilier a pris le jour où il a appris que la maison de ma grand-mère était squattée. Donc pour montrer à la tutrice et donc aux forces de l'ordre que la maison a bien été la porte du moins, la porte d'entrée a été forcée pour pouvoir entrer chez ma grand-mère. Ce jour-là, il découvre également ce mot. Sur la fenêtre, il y avait ce petit papier qui expliquait que cette dame, avec ses enfants, sa belle-fille et sa petite-fille, avait pris possession des lieux et que si on voulait rentrer en contact avec elle, il fallait passer par son avocat. Comme Joël, Laetitia a été sidérée par ce document. Ce mot, nous sommes allés le montrer à un avocat. Alors voilà, c'est le document que je voulais vous montrer. Maître Rossilandi est spécialiste de droit immobilier. Il traite 1 à 2 cas de squat par an et il n'avait jamais vu cela. Ça confirme ce que je constate depuis un certain temps, c'est-à-dire que les squatteurs, enfin certains squatteurs, ne généralisons pas, connaissent bien leurs droits. Ligne après ligne, il nous décrypte les arguments avancés par les squatteurs. Et chaque mot compte. J'ai élu domicile dans cette maison abandonnée. C'est écrit noir sur blanc. J'ai élu domicile dans cette maison abandonnée. Si vous voulez, c'est pour ça que la notion de domicile, c'est important. Elle n'est pas bien définie dans la loi. Le code civil vous dit c'est le lieu où vous avez votre principal établissement. C'est assez flou. Donc effectivement, il suffit que le squatteur dise moi j'ai mon principal établissement chez vous, dans cette résidence que je considère être abandonnée, et donc j'ai élu domicile chez vous. Et c'est très facile parce qu'après ils prennent des contrats EDF et qui ne vérifient pas qui est propriétaire. Hein. Il vous donne un justificatif de domicile et c'est bon, vous êtes chez vous. Autre information importante, la mention du nombre d'enfants et leur âge. Donc les squatteurs savent aussi que les préfets, quand ils accordent le concours de la force publique, ils regardent le profil des squatteurs. C'est normal. Évidemment, s'il y a des enfants, les préfets sont beaucoup plus réticents à accorder le concours de la force publique. Donc ça aussi, c'est de nature à décourager à l'avance, si vous voulez, le propriétaire qui serait tenté, si vous voulez,
de se faire justice lui-même. Ici, on revoit finalement les bases de ce qu'on avait vu la dernière fois, expliqué par un avocat. C'est intéressant, ça étaye finalement les 2 précédentes émissions. Il y a un détail maintenant sur lequel je vais m'arrêter qui va un petit peu creuser les premières parties qu'on avait vues ensemble. Rappelle-toi, dans la toute première émission, je t'ai dit que en réalité, il y avait ce qu'on appelle dans le droit, d'accord, des vides juridiques. Et là, tu pourrais t'interroger à l'écoute de ce que nous partage l'avocat sur le fait qu'il y ait dans la loi finalement un cadre relativement flou autour de la notion de domicile. Première vue, tu devrais être en train de te dire « Nicolas, c'est vachement facile, on n'a qu'à mieux recadrer finalement cette notion de domicile et on réglera aussi en même temps le problème des squatteurs. » Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire que les vides juridiques, les flous juridiques et ces situations un petit peu particulières, peu nettes, sont aussi volontaires parce qu'elles profitent aux 2 parties. Je m'explique. Quelque chose auquel tu ne penses pas, en l'occurrence avec la notion de domicile, c'est les évadés fiscaux. Pourquoi ? Et pourquoi ici je mets ça sur la table ? Parce que finalement, quand l'État se retrouve face à un évadé fiscal, il va chercher à définir sa résidence principale, son lieu de vie à l'année. Et il s'appuiera ensuite sur ce qu'il aura réussi à étayer, construire autour de ce qu'il pensera être son lieu de vie à l'année pour redresser ou pas le fraudeur. Et donc là, tu comprends que, en définitive, la notion de domicile, elle a intérêt à être floue parce qu'elle a intérêt à être à l'appréciation du contrôleur fiscal. Et la difficulté, elle est là dans la loi. C'est que quand tu fais une loi, tu ne peux pas la faire que pour une seule situation. La notion de domicile, elle touche en fait les individus, toi, moi et tout le monde d'ailleurs, à différents niveaux. Pour les raisons juridiques, pour les raisons fiscales, pour les raisons de travail aussi, parce que tu ne le sais pas, mais le domicile, pour avoir droit à un compte bancaire, à un salaire, etc., il te faut forcément avoir un domicile et donc une adresse. Et tout ça, c'est très complexe parce que tu dois faire en sorte que les lois, elles permettent d'adapter à chacune de ces situations. Elles doivent être faites de telle sorte qu'elles s'adaptent à chacune de ces situations et permettent aux différents intervenants de pouvoir agir et appliquer finalement les sanctions s'il y a lieu. Donc, c'est assez compliqué ici de comprendre que finalement, la loi, elle a intérêt aussi parfois à être floue et elle a aussi intérêt à des moments à laisser des vides juridiques, non pas pour que certains s'y engouffrent comme je te l'ai conseillé dans la première émission, mais parce qu'à des moments, par rapport à différentes situations, c'est la meilleure des solutions pour couvrir toutes les éventualités possibles. Là, tu vas voir que ça peut aller très loin parce que le problème, comme c'est très justement évoqué, c'est quand tu as des individus qui connaissent extrêmement bien la loi et qui en tirent parti et qui en tirent bénéfice au détriment d'autrui, eh bien on finit dans des arnaques complètes qui sont à gerber et c'est l'abus qu'on a subi depuis des années, qu'on subit encore aujourd'hui avec les squatteurs. Et pour faire partir les squatteurs de la maison de Michel, cela ne va pas être simple. Les procédures sont longues et coûteuses. Une procédure d'expulsion, ça peut durer 2 ans à peu près. Il y aura des frais d'avocat, il faut prévoir dans les 1500-2000 euros de frais d'avocat. Il y aura des frais d'huissier, probablement même des frais de serrurerie à la fin s'il faut effectivement changer les serrures. Parfois même, il faut déménager les effets personnels du squatter. Donc ça peut parfois chiffrer, parfois 3-4 000 euros, 5 000 euros. Et puis souvent, il y a des travaux à faire après, puisque souvent... Après un squat, on découvre que les lieux ont été ravagés. Je ne suis absolument pas d'accord sur la durée, on est plutôt sur les 3 ans. Bien évidemment que le coût du tribunal est tout à fait juste. Tu peux trouver des avocats qui font des forfaits, qui sont un petit peu moins chers, mais on est quand même entre 3 et 5 000 euros au final, parce que comme il te dit, là il a raison, il y a tous les éléments qui vont derrière. Point hyper important, je veux quand même que tu l'entendes, tu peux te défendre toi-même, hein. C'est pas apprécié par les tribunaux, mais dans une affaire comme celle-là, de toute façon... Je te le dis comme je le pense, les avocats ne servent à rien parce qu'à l'arrivée, si tu vas en procédure, même en connaissant très peu la loi, il y aura forcément à un moment donné la possibilité d'arriver à avoir gain de cause. Donc la difficulté après, ça va vraiment être ta situation et le grand malheur, c'est toujours le même. Ta situation financière va conditionner aussi le résultat, c'est-à-dire que malheureusement, si tu as une famille qui est dans le besoin et que toi, tu n'es pas dans le besoin financier, ça sera très différent que si tu es dans la difficulté financière et que tu es face à des gens qui sont dans l'arnaque la plus totale pour habiter dans ton logement. Donc, c'est affreux de parler comme ça. Moi, je suis écœuré de tenir ces propos. Ça n'a rien d'une justice. Ça ne fait que véhiculer un sentiment d'injustice très fort et ça donne l'envie, en tout cas c'est ce que moi je ressens, de se faire justice soi-même
et d'être écœuré aussi de l'État. Vraiment, ils ont eu raison de faire une loi qui existe au moins, qui a au moins le mérite d'exister, même si elle est compliquée à appliquer, elle a au moins le mérite d'exister, parce que laisser les choses dans l'État, c'était vraiment très négatif à mon sens pour le rapport citoyen, homme politique et État. On était vraiment dans une comment je dirais, une ignominie française, c'est même pas le terme. Pour moi, c'est scandaleux que ça existe. Je pense qu'on est la risée du monde avec ce genre de possibilités dans notre pays. Par contre, on attire énormément de gens qui viennent pour en bénéficier. Et là, on pourrait en parler pendant des heures, hein, parce que, encore une fois, les gens comme moi qui travaillent dans le logement, je peux te le dire, on est clafi de personnes. Alors clafi, j'exagère, mais il y a quand même un groupuscule de personnes qui connaît très bien les lois, qui en tirent profit, qui sont des nuisibles, mais alors dans tous les sens du terme, et ceux qui y sont confrontés comme moi, on en est juste tout bonnement écœurés. Moi en tout cas, ces gens-là me font pas voir le meilleur de l'humanité. Hein. Vraiment, quand je les vois, je suis pas optimiste pour l'avenir. Hein. Pour la grand-mère de Laetitia, la procédure ne fait que commencer. Un jugement rendu le 11 août demande l'expulsion immédiate des occupants. Mais malgré la visite de l'huissier, la famille refuse de quitter les lieux. Cette dame est au courant des lois mieux que nous, a refusé, puisqu'elle a le droit aussi de refuser. Donc elle a refusé, et donc comme ça, elle gagne un peu de temps pour la future expulsion. Et après, il faut se battre pour récupérer son bien. C'est ça le truc, c'est qu'il faut qu'on se batte pour récupérer le bien qu'on a acquis. C'est complètement ahurissant. Non, pas ahurissant, révoltant. C'est révoltant. On a envie de se révolter et de passer à l'action. Voilà, je voulais juste dire ça, on continue. À Lille, nous sommes retournés devant la maison de la grand-mère de Laetitia pour essayer de rencontrer les occupants. Ce jour-là, une jeune fille ouvre la porte. Bonjour, en fait, on va pouvoir discuter avec vous quelques instants. Sa mère est absente. Elle nous explique qu'elle et sa famille vivaient dehors dans un camp avec d'autres Roms. Rapidement, je te dis ce qu'elle a dit parce que c'était inaudible, il y avait des bruits de voiture et tout, c'était un peu dégueulasse le son. En gros, quelqu'un lui aurait donné la clé et il lui a dit qu'elle pouvait loger là. Bon, c'est un discours de quelqu'un qui connaît très bien les lois, puisque à un moment donné, le journaliste lui dit « Mais vous comptez partir quand même parce que la maison appartient à quelqu'un ?» Non, c'est l'hiver, donc on va pas aller vivre dehors en hiver quand même, on reste là pour l'instant. Voilà, on continue. Ils vivraient assis dans cette maison. Un peu plus tard, nous avons croisé une femme et un homme qui rentraient dans le logement. Avec leurs propres clés, la serrure a été changée. Impossible d'avoir plus de précision, ils refusent de répondre à nos questions. On voulait pouvoir un peu discuter avec vous. Est-ce qu'on peut? En fait, c'est par rapport aux maisons. Vous savez, les maisons que vous occupez ici. On voulait pouvoir un peu échanger avec vous sur savoir depuis combien de temps vous êtes là. L'avocat, que la dame vive ici, et vous contactez l'avocat. Et vous parlez avec l'avocat. On ne veut pas parler avec des journaux et des trucs. Vous comprenez? Vous voulez si pas vous parler? avez quelque chose, appelez notre avocat. Bonsoir. Bon. Bonsoir. Nous avons cherché à joindre l'avocate qui est inscrite au barreau de Lille. Elle n'a pas souhaité nous rencontrer, mais a répondu à quelques questions. En lien avec des associations humanitaires qui aident les Roms, elle nous confirme être sollicitée par des familles en grande précarité. C'est des gens qui souvent ne parlent pas français, qui ont des difficultés à comprendre ce qu'on leur demande. Pour faire le lien, moi je mets mon numéro de téléphone. S'il y a un souci avec eux, on peut m'appeler. C'est moi qui rédige ce papier. Ouais. Je mets leur nom, le nombre d'enfants mineurs pour qu'on sache qui est dans la maison. Je mets mon nom pour faire le lien. C'est aussi elle qui a inscrit sur le document le rappel à la loi pour dissuader les propriétaires d'expulser eux-mêmes les squatteurs. C'est pas moi qui ai écrit la loi, cet article de loi il existe, il est dans le code pénal. Je dis aux gens, attention, si vous vous faites justice vous-même sans passer par le juge, oui c'est vous qui allez avoir des problèmes. Il n'y a rien de mal à ça. Du point de vue des propriétaires qui ne peuvent pas rentrer chez eux et qui n'osent pas, qui voient ça. Oui, faites gaffe. Je sais bien que c'est pas agréable de constater que son bien il est occupé par quelqu'un, mais je dis faites attention. S'il vous prend l'envie de les déloger vous-même avec des gros bras, et malheureusement je l'ai déjà vu, c'est vous qui allez avoir des soucis. C'est la loi qui dit ça, c'est pas moi. Hein. À ce stade, tu dois te demander plein de choses, notamment surtout sur l'avocate. Je vais pas m'éterniser sur la discussion qui a eu lieu avec les squatteurs. La question essentielle ici, que en tout cas à un moment donné dans ma vie, moi j'aurais pu me poser et que j'imagine que tu peux te poser, c'est d'abord comment ça se fait qu'il y a des avocats qui défendent ces gens-là. Donc on est vraiment dans le cadre des avocats commis d'office sur ce genre de choses. Et puis il y a une deuxième question que tu as le droit de te poser et que je pense qui est aussi tout à fait intéressante, c'est qui paye ?
Parce qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas assez. Moi, je me suis déjà posé cette question et avant que je travaille dans tout ça, je ne savais pas. Je l'ai découvert en travaillant dans tout ça. Tu pourrais te demander qui paye. Par exemple, demain, tu as un procès aux assises d'un meurtre et en fait, il y a une victime et un meurtrier. Le meurtrier est un délinquant multirécidiviste qui est au RSA, qui n'a pas un rond et les victimes reçoivent un chèque de 50, 100 000 euros. C'est affreux comme je parle, je sais, je m'en excuse, mais c'est à peu près ça la valeur d'un être humain actuellement. Ce chèque, cet argent, d'où il vient? Puisque monsieur est au RSA. C'est toi, c'est moi, c'est nous qui payons. Et là, c'est pareil, c'est nous qui payons, ce sont nos impôts. Puisque au final, en fait, en gros, je te schématise. Je m'excuse s'il y a un avocat dans l'audimat, tu me reprendras, tu m'enverras un message. Ah, ça marche pas comme ça, c'est plus compliqué. Mais bon, bref, moi je schématise pour que les gens comprennent. En gros, il y a notre argent qui va dans une espèce de caisse qui redistribue l'argent ensuite dans les cas comme celui-ci. Ce qui est pour moi un problème. Parce que, comme le dirait ce fameux marketeur américain, dans les buffets gratuits, rien n'est gratuit, il y a toujours quelqu'un qui paye derrière. Et là, c'est nous qui payons. Et sommes-nous d'accord réellement pour que notre argent serve à ça? Je veux dire, dans le cadre d'un meurtre, j'ai d'ailleurs pris cet exemple pas au hasard, bizarrement, moi, en tout cas, je ne sais pas toi, je te donne mon opinion présentement, mais moi, j'arrive assez bien à comprendre. Parce que si tu veux, il y a un meurtre qui est un dédommagement, que la communauté contribue à ça, parce que quelque part, qu'on le veuille ou non, c'est quand même la société qui a engendré la situation. Bon, on pourra en débattre pendant des heures autour d'une bière, moi je bois d'alcool, mais tu vois ce que je veux dire. Voilà, en gros, ce que moi j'essaye de te dire, c'est que effectivement, j'arrive en tout cas moi, intellectuellement, à comprendre que la communauté doit payer pour ça. Mais là, que la communauté paye pour que des gens utilisent les biens d'autrui qui ont déjà... Enfin, c'est une ineptie totale. C'est du gaspillage d'argent public. Et là, vraiment, tu vois, voilà un sujet politique qui n'est jamais abordé. Tu comprends pourquoi je les déteste. Donc si tu veux, bon, c'est bien gentil l'histoire, mais il y a un moment donné où il va falloir que les conneries s'arrêtent, quoi. Parce que, bien évidemment, on n'a pas le droit de dire, enfin je veux dire, on nous prend notre argent et puis il est utilisé comme ça, puis on n'a pas le choix et c'est comme ça, c'est pas autrement. Mais il y a quand même un moment donné, quand tu découvres des choses comme ça, enfin moi je sais pas toi, moi je suis tombé des nues à l'époque quand j'ai découvert ça. Je me suis dit, mais attends, mais moi je suis pas d'accord de participer à ça. Que mon argent, il aille dans des associations pour aider des gens qui sont dans le besoin, ça c'est une chose. Mais que mon argent il aille pour payer des avocats pour des gens qui volent d'autres gens. Mais attends, mais j'aimerais bien en fait qu'on me présente des gens qui valident tout ça en fait. Parce qu'il y a un moment donné où j'aimerais confronter nos raisonnements. Elle est où la logique en fait? Elle est où la justice? Elle est où la logique? Et puis alors la justice financière, je vais arrêter d'en parler à un moment donné parce qu'il n'y a aucune justice financière dans ce pays. Personne ne sait ce que ça veut dire. Personne ne sait d'ailleurs que ça existe. Je veux dire, voilà, les personnes qui s'achètent un bien immobilier devraient être protégées avant tous les autres. Je dis ça, je dis rien, on va me reprocher d'être de ceux-là. Alors forcément, je prêche ma paroisse, mais je suis certain que si je prends 10 personnes et je leur expose le problème, j'ose caresser l'espoir qu'il y en ait 9 sur 10 qui soient de mon côté. Mais bon, peut-être que je me trompe. Enfin bon, toujours est-il qu'il reste une question en suspens derrière tout ça, parce que je n'ai pas parlé de ça, mais comment des avocats, comme on vient de l'entendre là dans ce passage, peuvent arriver et dire « Ah mais c'est moi qui m'occupe d'eux, c'est moi qui mets le numéro, parce qu'il ne faut pas, vous comprenez, qu'ils fassent justice eux-mêmes, moi j'y peux rien, etc. » Là on parle bien évidemment d'avocats commis d'office. Mais à ton avis, qui paye? Eh bien je te le donne en mille, c'est l'État. C'est des avocats qui sont désignés par le bâtonnier dans le cadre des permanences pénales et judiciaires. Eh oui, ces avocats-là sont désignés et payés par notre argent. Et ils ont une dimension financière. Pourquoi il y a des gens, finalement, des avocats qui prennent ce genre d'affaires? Déjà, premièrement, il faut comprendre une chose, c'est qu'un cabinet d'avocats, ça se crée et ça s'intègre. Donc soit tu crées, soit tu intègres un cabinet d'avocats. C'est pas facile pour les avocats de rentrer directement dans des gros cabinets. Ils n'ont pas forcément l'expérience, certains vont être meilleurs que d'autres. Bref, on ne va pas rentrer dans ce détail-là. Mais deuxièmement, indépendamment de tout ça, il faut aussi avoir sa clientèle et ses affaires et se constituer son fonds de roulement. Et du coup, sans cracher dans la soupe, mais c'est tout à fait logique qu'à un moment donné, en attendant que la carrière soit lancée et que vraiment tu en aies par-dessus la tête et que tu gagnes très bien ta vie en tant qu'avocat, il va falloir amortir tes années d'études et il va bien falloir payer tes factures. Du coup, tout ce qui est commis d'office, ça sonne un petit peu comme le meilleur, ou en tout cas le début le plus simple et le plus accessible pour des personnes qui n'ont pas d'expérience. Alors, les baveux, comme on les appelle parfois entre nous, c'est pas beau, je m'excuse si tu es avocat, mais c'est ce qu'on dit, ne sont pas toujours aimés pour plein de raisons.
mais notamment pour celle-ci, c'est qu'on finit par se dire mais comment ils peuvent défendre ce type de dossier? Mais quand tu es commis d'office, tu ne choisis pas. Et tu peux défendre quelqu'un avec qui tu n'es pas d'accord, ni sur ses comportements, ni finalement sur les personnes qu'il a lésées, volées ou même dérangées dans son comportement. Et du coup, moi je ne suis pas là pour rentrer dans le débat, je veux juste te montrer que ici, même si le discours de l'avocat est dérangeant et peut s'interroger sur la nature de sa présence ou la raison même de sa présence, bien il faut comprendre que cette personne, soit elle l'a fait par choix aussi, parce qu'il y a des avocats qui le font par choix, ça c'est vrai aussi, soit elle est là parce qu'elle est commis d'office et qu'elle n'a pas forcément choisi ses clients et que du coup, elle fait juste son travail. Et il ne faut pas, en tout cas, essayer de ne pas la juger ou le juger, parce que ça peut être un homme, par rapport à ce que tu crois voir, mais parce que justement, ça lui a été imposé par le fait que la nature de son travail lui obligeait à prendre cette affaire. Et après, ça sera une autre affaire, mais c'est comme ça. Comment les squatteurs sont-ils organisés? Comment repèrent-ils les maisons? Sur Internet, il existe de nombreux sites qui donnent des conseils concrets. Comme ici, par exemple, des schémas pour changer la serrure. Ou encore des tuyaux pour bien choisir son logement. Pour vérifier s'il y a du passage, placez un bout de papier discret dans l'embrasure de chaque porte et portail et vérifiez régulièrement leur présence. Le parfait mode d'emploi du squatteur. Alors comment on se retrouve avec des sites internet qui te donnent des modes d'emploi pour squatter des baraques? Comment c'est possible finalement que ce type d'information circule librement sur internet? La réponse, elle est extrêmement simple. Aujourd'hui, il y a des mouvements très prononcés, il y en a en France, il y en a partout dans le monde, qui s'expriment et qui agissent à l'encontre du capitalisme. Pour eux, le droit du sol, le droit de la propriété ne signifie rien du tout. On pourrait avoir des débats aussi qui durent des heures là-dessus. Moi, je ne vais pas rentrer là-dedans. Simplement, j'aimerais que tu commences à faire aussi des recherches, si jamais tu es contre le capitalisme, sur les effets positifs du capitalisme, notamment sur le climat. Récemment, j'étais à un séminaire où il y a une personne qui a fait un exposé que j'ai trouvé extrêmement intéressant, qui est un docteur d'ailleurs, qui a exprimé clairement aujourd'hui qu'il y a des études qui attesté, prouvé que les pays développés arrivaient à résorber leur émission de CO2. Enfin bref, les pays développés avaient une capacité à réduire la pollution de façon impressionnante par rapport aux pays sous-développés ou aux pays en voie de développement. Le problème actuellement qu'on rencontre avec le climat est beaucoup plus lié aux pays sous-développés et aux pays en voie de développement que les pays comme le nôtre qui ne polluent quasiment pas en fait. Et aujourd'hui, l'espèce de matraquage qu'on fait sur les populations comme les nôtres, où finalement, je m'excuse de te dire ça, mais je le pense profondément, où finalement on ne peut pas faire moins que ce qu'on fait, ou en tout cas très peu, mais ça ne sert strictement à rien. Quand je vois des gens aujourd'hui qui me prennent la tête, qui me disent oui, le bitcoin, ça consomme trop d'énergie. Eh mec, ça fait des milliers d'années qu'on imprime des billets de monnaie, tu crois que ça va pas consommer de l'énergie? Ce serait temps de se réveiller quoi. Moi, dans la région où j'habite, les Romains, ils enterraient leurs déchets dans la terre. On les a critiqués pour ce qu'ils ont fait. C'est à nous de porter tout le malheur du monde. Enfin bref, à un moment donné, il faut arrêter de délirer. Bref, il y a des mouvements anticapitalistiques très forts aujourd'hui qui agissent pour lutter contre l'accumulation du capital. Moi, je vais te dire comme je le pense, c'est des branleurs qui font chier, qui n'ont jamais réussi à gagner une thune, qui sont frustrés et que comme ils sont pas capables, en fait, ils vont voler les autres. En fait, c'est du vol à l'étalage et on accepte ça. Bon, encore une fois, je suis un petit gars qui fait du bruit dans son coin. Peut-être que ce que je dis, ça n'a pas de sens. Mais en tout cas, moi, je le ressens comme ça. Il y a un moment donné aujourd'hui, les systèmes capitalistiques aujourd'hui te permettent de faire des choses. Moi, je viens du caniveau et je me suis élevé tout seul. Oui, ça a été dur. Et oui, je vais te le dire comme je le pense. Je pense que j'aurais été dans un pays anglophone, j'aurais gagné plus d'argent et je serais allé plus vite. Oui, je le pense. Mais j'ai quand même réussi à le faire en France. Donc, c'est possible. Après, je ne vais pas te mentir. Oui, c'est plus compliqué en France. Oui, ça m'a demandé beaucoup d'efforts. Oui, c'est pas facile, mais à un moment donné, c'est trop simple de se reposer sur ses lauriers et de dire « Ah, c'est la faute des méchants capitalistes, ah, c'est la faute des méchants propriétaires. » Enfin, c'est surtout ta faute qui branle rien et qui a envie de voler les autres parce que tu n'y arrives pas. Voilà. Dernier point hyper intéressant, j'ouvre et je ferme la parenthèse. Tu vas voir que de la même façon qu'il y a des idiots qui croient que les squats, ça emmerde les propriétaires,
tu vas voir qu'il y a des opportunités entrepreneuriales fabuleuses dans cette émission. Et sincèrement, je pense que tu vas bien te marrer parce que c'est l'arroseur arrosé. Au final, toutes ces personnes qui luttent. Alors moi, attention, j'ai collé une étiquette à ce passage d'analyse en disant oui, c'est les gens qui luttent contre le capitalisme, qui sont contre finalement la propriété. Bien évidemment qu'il y a des vrais squatteurs. Des squatteurs, c'est leur mode de vie. Et ceux-là, bon, c'est comme ça. Comme je t'ai dit aussi, il y en a qui sont réellement dans le besoin et qui n'ont pas d'autre choix que de faire ça. Et j'en ai conscience aussi. Mais on a aujourd'hui une masse informe de gens regroupés qui s'organisent, qui sont des raclures de bidets et qui entre nous mériteraient qu'on les traite comme, pour ceux qu'ils sont en fait. Voilà. Moi, je n'ai aucune considération pour ces gens-là et je l'assume complètement. Au demeurant, le passage que tu viens d'écouter, je vais quand même te l'analyser. Donc, qu'est-ce que tu dois en retirer ? Tu dois retirer un élément essentiel qui va être un conseil que je vais te donner. Il y a, comme je te l'ai dit au début de l'émission, des signes, il y a des comportements qui sont laissés. Une autre pratique que j'hésite un peu à te donner, consiste à mettre du scotch. Ils vont mettre du scotch, ou ils vont faire une marque au stylo d'un seul trait pour voir un petit peu, tu sais, comme quand on emballe et qu'on scelle un paquet, on va mettre un trait pour voir si le paquet a été ouvert. En fait, si tu veux sceller un paquet, tu mets un bout de scotch, tu mets un trait et si le scotch a été bougé, le trait ne retombera jamais en face. Et donc, bref, au final, ce que tu dois retenir de tout ce qui vient d'être énuméré comme technique pour notamment rentrer dans les lieux, c'est qu'il y a plusieurs passages devant l'habitation pour vérifier s'il y a des gens ou pas dans les logements avant l'effraction. Donc, la meilleure parade, c'est que si jamais tu t'absentes pendant un mois, moi par exemple, chaque année, je pars un mois en vacances, en plus des vacances que je prends le reste de l'année, il y a un mois consécutif où je me barre, et bien pendant ce mois-là, je fais toujours en sorte que là où on habite, il y a des gens qui viennent, qui rentrent et qui profitent de la maison, parce que bon, elle est libre et que effectivement, je peux en faire profiter d'autres personnes. Et deuxièmement, parce que s'il y a un passage régulier, il ne pourra pas y avoir ces marques d'apposés, puisque les gens voient qu'il y a des mouvements, et du coup, ils ne rentreront pas à l'intérieur. Mais combien de logements sont-ils concernés en France ? Il n'existe pas de chiffre officiel. On sait que près de 2000 expulsions d'occupants sans titre sont ordonnées chaque année. Et pour les propriétaires, cela ne signifie pas forcément la fin du cauchemar. Et 2000 expulsions, ça fait un chiffre quand même conséquent. C'est énorme, sachant que tu peux faire environ 3 à 5 opérations par an, achat-revente, etc., marchand de biens et ou opérations immobilières juteuses et rentables. 2000 expulsions par an qui ne se traduisent pas par la fin du cauchemar pour les propriétaires, ça sent le business model à plein nez, ça sent l'opportunité financière, ça sent l'attrait du capitalisme. Les méchants capitalistes rentrent dans le game. Fin de la première partie, début de la deuxième partie qui va, à mon avis, énormément t'intéresser. Écoute ça, c'est comme le foie gras à Noël, c'est kiffant. Philippe Thomas a tenté pendant 3 ans de récupérer la maison de sa mère, décédée en 2017. Plusieurs familles de squatteurs se sont installées ici. Et pour voir derrière les grilles qui lui sont aujourd'hui fermées, Philippe est aujourd'hui obligé de se hisser sur ce muret. Et ce qu'il constate le désole. Là, les fenêtres sont ouvertes dans la petite maison. Là, ici, ils ont construit 2 cabanes en bois pour eux. C'est les 2 maisons de mon enfance. On est avec mes parents, on est arrivé en 58. Ça me met les tripes un petit peu en l'air, quoi. Il s'agit de 2 petites maisons de 50 mètres carrés chacune, vacantes depuis plusieurs années. Philippe habite à 50 km d'ici. Il n'était pas présent lorsque les squatteurs s'y sont installés. Ils ont réussi à rentrer donc par ici. C'est là que les voisins m'ont appelé le lundi matin pour me dire « Philippe, il y a du monde chez toi ». Plainte au commissariat, 4 000 € de frais d'avocat, 200 pour l'huissier. Il obtient finalement un jugement d'expulsion pour une famille, mais d'autres squatteurs s'installent à leur place. Lassé et malade, il finit par brader la maison pour 40 000 €, 4 fois moins cher que sa valeur. Donc c'est pas la peine d'aller plus loin. J'ai dit à moi-même, il faut que tu arrêtes, Philippe. Allez, tu regardes plus les prix de la maison, tu regardes plus rien, tu vends. S'ils vendent pas cher, et ben tant pis, c'est pas grave, c'est que du fric. Et du fric, je suis comme tout le monde, j'en ai besoin. Mais bon, ça c'est pas grave. Je préfère ma santé que le fric. Avant de rentrer dans le business, parce que là on va attaquer la partie business, ici je veux absolument souligner ce que tu sais déjà, mais effectivement derrière tous ces drames se jouent des histoires de vie.
Ce qui nous touche sur chacune de ces histoires, c'est que chacune des baraques qu'on voit depuis tout à l'heure, c'est jouer la vie de personnes qui sont chères à d'autres. Et que malheureusement, l'argent, c'est ça aussi. On a tendance à l'oublier. Les gens ont un problème avec l'argent parce qu'ils oublient ce que ça représente. Ça représente l'énergie accumulée d'une vie pour certains en une baraque, une société, une voiture de collection, l'amour que les personnes ont voulu mettre dans ce qui les a passionnés de leur vivant. Et c'est respectable. Et quelque part, ce qui me dérange avec tous ces gens qui ont des avis très bien réfléchis sur les riches, etc., c'est que eux-mêmes n'ont jamais fait le quart de ce que les riches ont pu faire avec les possessions qu'ils ont acquises. Je veux dire, regarde, tu prends un mec comme moi, j'ai pas de résidence principale, je suis locataire actuellement et je mets tout mon fric dans de l'investissement. Bien sûr que toute mon énergie, elle passe dans le fait que je gagne de l'argent au travers de mes investissements. Et je suis prêt à faire tous les sacrifices pour faire grossir mon patrimoine. Et je fais tout ce qu'il faut pour que ça arrive. Qu'est-ce qui se passe à l'arrivée pour un mec comme moi ? J'ai un énorme patrimoine. Un mec comme Bernard Arnault, il a passé sa vie à acheter des sociétés. Il est milliardaire. Mais toi qui m'écoutes, tu as peut-être acheté une résidence principale qui t'a endetté au maximum de ta capacité. Bien évidemment que tu es pris à la gorge et que tu n'as pas de thunes. Mais est-ce que pour autant je te juge ? Pour un mec comme moi ou Arnault, c'est ridicule. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que ce qu'un mec comme Bernard Arnault trouverait ridicule ce que moi j'ai fait. Parce qu'il dirait, ce gars-là, il est idiot. S'il avait mis tout son argent dans des entreprises, il aurait gagné 10 fois plus d'argent. Et il a raison. Mais après, il y a un moment donné, on est qui pour juger de telle ou telle personne qui a fait telle ou telle action avec son argent ? De la même manière que, moi quand j'entends cet homme, je suis absolument effaré et touché. Mais on n'est pas pareil. Et jamais de ma vie, j'aurais lâché en fait le morceau parce que mon tempérament est fait de cette façon-là. Maintenant, il y a un facteur déterminant qui fait que je devrais fermer ma gueule. Il est malade. Et comme il l'a très justement dit, c'est que du fric, putain. Oui, j'en ai besoin, mais ma santé passe avant. Et il a fichtrement raison. Et la vérité, c'est que le jugement que tu apposes sur le fait que des gens gagnent plus d'argent que toi, ça n'est qu'un jugement qui finalement est issu de l'image qu'il te renvoie, l'image de tes propres échecs. Et ça me gave en fait. Les gens qui ne supportent pas la richesse sont des gens qui ne supportent pas l'inaction qu'ils ont menée durant toute leur vie. 100% des gens qui n'aiment pas les riches sont 100% du temps des gens qui n'ont jamais rien fait pour être eux-mêmes riches. Ils n'ont fait que profiter d'un système dans lequel ils se sont sentis bien et ils ne passent leur temps qu'à accuser les uns et les autres de ne faire ou ne pas faire je ne sais quoi. Mais c'est hyper facile en fait. Les gens qui ne font rien, devine quoi, il leur arrive rien. Et les gens qui font des choses, devine quoi, il leur arrive des choses bonnes, des choses pas bonnes. Regarde, qu'est-ce qu'on peut reprocher à cet homme ? Il a fait des choses de sa vie, il a déménagé peut-être pour le travail à 50 km du lieu de vie de ses parents. Finalement, au bout du compte, c'est ça qu'on pourrait lui reprocher. C'est parce qu'il habitait trop loin de sa maison qu'elle a été squattée. Mais est-ce que sa maison, si on était dans un pays où il y avait une police de proximité qui était active et qui au lieu, alors là je suis vraiment désolé, je ne vais pas m'attirer les foudres des policiers, mais aujourd'hui je m'excuse, le ressenti des citoyens, et c'est mon ressenti à moi aussi, moi aujourd'hui je trouve que la police, les gendarmes, les personnes en tout cas de l'ordre public sont beaucoup plus actives lorsqu'il s'agit de mettre des PV sur la route que lorsqu'il s'agit ne serait-ce que par exemple d'aller faire des rondes pour protéger les maisons. C'est un fait, hein, mais je le comprends très bien d'ailleurs, c'est une problématique, une dimension économique. S'il y avait un policier à côté de moi, il me dirait oui mais Nicolas, on gagne plus d'argent, on ramène plus d'argent à en payer finalement les automobilistes qu'à aller arrêter des petits jeunes qu'on va mettre en prison ou en garde à vue et qui seront ressortis le lendemain en fait. Mais en vérité, c'est là que tu te rends compte qu'on a un problème structurel avec la France, de manière générale. Alors au final, je suis là, moi aussi, tu pourrais me dire, attends, mais t'es qu'un commentateur derrière un micro, elle est bien jolie ta chanson, tu fais pas mieux que les autres. Mais en réalité, moi je l'ai toujours dit. Pour moi, la solution aujourd'hui, tu vois, par exemple, ça serait de faire une police de la route. Tu fais une police de la route qui s'occupe de la route, tu redonnes à la gendarmerie et à la police municipale leur travail de proximité qui devrait enrayer ce phénomène. Et au final, je ne dis pas, on n'endiguera pas, et je veux que tu l'entendes aussi, c'est impossible d'endiguer le squattage. C'est-à-dire que tu n'arriveras jamais à ce qu'il y ait 0 squatter en France. Il y aura toujours des squats, ce sera toujours le cas, il faut l'accepter. Mais si on avait peut-être plus d'efficacité au niveau des forces de l'ordre, peut-être des comités de quartier aussi qui se mettent un peu mieux en place avec des vraies actions communes, eh bien au final, on limiterait le nombre de squats généralisés avec des intentions comme elles sont ici, malhonnêtes, puisque comme tu l'as entendu, et ça me fait plaisir aussi, tu vois, au bout de 3 ans, parce que ça dure 3 ans, et 4 000 € de frais, il arrive donc à avoir la procédure d'expulsion. Les mecs ont été expulsés, que tout de suite, il y en a d'autres qui sont re-rentrés. Alors en vérité, ça aussi, je vais te le dire, hein. Moi, je m'y connais, en fait, c'est mon métier. Tu veux pas qu'il y ait de squat ? On va le voir
Maintenant, on va basculer dans la partie business. En fait, quand tu veux éviter que ta maison soit squattée, il faut que tu la mures avec des cairons. Voilà, tu y vas, ça prend une journée, tu mures tout. Quand tu es comme moi du bâtiment, que tu connais tous les rouages et tout, c'est très rapide, en fait, ça va très vite. Et là, je peux te garantir qu'il n'y a personne qui rentre, quoi. Je veux dire, pour rentrer, il faut un marteau-piqueur, il faut te brancher à l'électricité. C'est galère pour les mecs qui veulent rentrer. Et d'ailleurs, je lance un message à tous les propriétaires, je vous le dis direct. Vous récupérez une baraque. Vous savez que vous habitez loin comme ce monsieur qui habitait à 50 km et vous voulez vous garantir qu'il n'y ait pas de squat. Bon, ben c'est très simple en fait. Vous montez des cairons, faites monter des cairons devant toutes les portes et les fenêtres. Voilà. Et puis quand vous l'avez vendu, vous vous faites enlever les cairons, vous les mettez, vous savez que vous avez une petite négociation par les acheteurs et vous êtes tranquille. Voilà, c'était cadeau, c'était pour vous, bisous. Philippe a vendu sa maison à un homme qui s'est spécialisé dans le rachat de maisons squattées. Il en a fait un business. Et le nouveau propriétaire, le voici. Dans ses bureaux de la banlieue parisienne, Yann Collet dirige une étonnante société immobilière. Tiens, il faut que tu rappelles le monsieur là, qui a un appartement à Saint-Cyr-sur-Mer, qui nous a appelé hier. Il a appelé hier, lui ? Avec son associé Théo, il rachète des maisons squattées à des propriétaires qui n'en peuvent plus. Il gère près de 40 affaires par mois. J'ai votre numéro de téléphone, je suis en ligne, je vous rappelle dans 10 minutes. Des logements rachetés à bas coût pour les revendre ensuite. Mais il faut pour cela d'abord liquider les procédures. Parmi les dossiers, cette maison squattée depuis 4 ans. Alors là, on a un dossier à la Courneuve. Donc c'est une belle maison. Le jugement a été rendu en février 2019. Voilà. On est 19 mois plus tard. Les squatteurs sont toujours dans la maison et on n'a pas encore eu l'assistance de la force publique pour les mettre dehors. Pour faire appliquer le jugement, c'est au préfet de réquisitionner la police. Et c'est loin d'être automatique. Alors, Yann Collet relance sans cesse les préfectures et les huissiers. Oui, bonjour maître, c'est M. Collet de Squat Solutions. Oui, bonjour M. Collet, comment allez-vous? Bien, je vous appelle, je voulais qu'on fasse un petit peu le point sur les dossiers en cours là. Oui, écoutez, je les ai relancés à nouveau hier. Il m'a dit que c'était compliqué parce que il y avait des enfants en bas âge, elle était enceinte, elle venait d'accoucher, il y avait un bébé en tout cas de moins d'1 an. Et parfois, pour accélérer le départ des squatteurs, plus étonnant encore, ils n'hésitent pas à sortir le carnet de chèques. À partir du moment où on achète le bien, on va voir les squatteurs et on essaye de trouver un terrain d'entente. On préfère les indemniser, leur donner 3 000 ou 5 000 euros, suivant le bien, pour qu'ils quittent la maison d'eux-mêmes, d'accord ? Ça leur permet d'avoir aussi un petit peu d'argent pour se reloger. Alors, tonton Nico, il te l'avait pas dit? Tu veux un business model en or? Là, pour te donner un volume d'affaires, on est sur à peu près 400 biens traités à l'année, à raison de 40 lots par mois, ça fait 480, mais tu peux considérer que dans l'ensemble des dossiers, il y en a qui tombent à l'eau. Comme tu viens de le voir, ça prend une dimension capitalistique, donc économique. On va payer les squatteurs pour qu'ils partent. On est face à quelqu'un qui ne lâche rien. Donc en gros, la méthode de travail, c'est le harcèlement. Je veux dire, n'importe quel bon bourrin comme moi est capable de le faire, et sans doute comme toi qui m'écoutes. Donc vraiment, je veux dire, tu peux me remercier parce que rien que cette émission, si tu ne sais pas quoi créer comme société, tu crées la même boîte que M. Collet. Ça s'appelle Squat Solutions, tu peux le trouver sur internet, tu verras. C'est une entreprise qui a été ouverte avec un capital social de 1 000 € qui professe sous l'appellation, enfin sous le code APE des marchands de biens. Donc en fait, c'est ni plus ni moins que des marchands de biens, mais il a appelé ça Squat Solutions. Tu peux complètement reproduire le business model et tu comprends très bien que s'il achète des baraques d'une valeur de 40 000 € qu'il les paye un quart du prix, une fois qu'il a réussi simplement à régler la problématique des squatteurs avec des méthodes qu'il finit par maîtriser, eh bien, il encaisse sa plus-value et il encaisse le pognon à la revente directe. Bon, après, attention, comme il l'a dit aussi, donc comme tu viens de le voir, il a recours aussi parfois à des chèques, il a recours à différentes méthodologies. Il y a des choses aussi qui ne te seront pas dites ici, puisque bien évidemment, on est sur des médias mainstream, mais je peux t'assurer qu'il y a énormément de méthodes, dont les vides juridiques que j'évoquais dans le premier épisode de cette série, où en fait, il doit les connaître et les maîtriser. Quand tu les maîtrises, tu peux régler le problème en une journée. Alors, le principe d'un vide juridique, c'est quoi pour que tu comprennes? C'est-à-dire que tu mets tout le monde dans une position particulière où
la justice, ni les forces de l'ordre, ni plus personne ne peut intervenir puisque tu mets les squatteurs dans une situation où même les lois qu'ils invoquent ne sont plus applicables et où, au bout du compte, ils sont obligés de partir. Dans l'émission, là, on va voir une expulsion, donc tu vas voir un peu comment ça se passe. Au final, le but, c'est de savoir comment agir. Je suis certain que soit ils vont sceller la maison, soit ils vont mettre des quérons, parce que la méthode des quérons est très connue dans le métier, en tout cas par les professionnels de l'immobilier. C'est radical et ça règle le problème à la racine. Chaque affaire est différente et concerne aussi les beaux quartiers. Ce jour-là, avec son associé Théo, il se rend dans le 11e arrondissement de Paris pour une enquête en flagrance. Garde-toi les coupures, on n'est plus très loin. Un propriétaire de 4 appartements situés dans cet immeuble vient de faire appel à ses services car il soupçonne ses biens d'être squattés. On va voir qui squatte et puis pour savoir où on met les pieds. Le propriétaire vit en province et Yann lui donne par téléphone ses premières observations. Et les 2 fenêtres de gauche sont fermées, mais bon, les fenêtres sont propres, donc à mon avis, c'est occupé aussi. Hein. Les logements étaient jusque-là vacants, mais le propriétaire a reçu curieusement des impôts sur des loyers non déclarés et il a appris que les serrures avaient été changées. J'ai compris. Je monte là-haut, je fais le point et je vous rappelle après, d'accord ? Sans problème. Voilà. Moi, j'ai besoin d'avoir un contact pour pouvoir contacter ces gens. J'ai compris. Et pour régler le problème, le propriétaire a déjà prévu les gros moyens. Une autre chose, alors ça vous le gardez bien pour vous, c'est donc un Italien qui est prêt à aller là-bas pour foutre en l'air le système d'ouverture des portes et le remplacer par un nouveau. Non, monsieur, rentrez pas là-dedans, parce que si vous faites justice vous-même, vous allez aller au-devant de problèmes, donc c'est pas utile. Yann Collet va devoir faire face à une situation plus complexe que d'habitude. Monsieur. Il s'agit en fait d'un conflit familial. Le fils du propriétaire a loué les appartements à l'insu de son père. Car ils ne lui appartiennent pas, ils appartiennent au papa. Voilà. On peut rentrer juste 2 secondes pour voir et on ressort. Merci. Bonjour. Donc il y a 2 petits appartements qui sont tout propres. Ok. À l'intérieur, une famille d'origine libanaise dit avoir loué l'appartement pour 3 mois sur Internet. Pour l'heure, le propriétaire ne peut les déloger. Allez, ça va. Je vous dis bonne journée et bonne continuation. Au revoir. Au revoir. Sur le palier, Yann Collet fait le point avec lui. On n'a pu rentrer que dans un seul appartement, car les autres, ça ne répond pas. D'accord, ok. Voilà. Donc moi, je vais essayer de revenir pour voir si c'est occupé ou pas, voir dans quel état c'est. Merci encore de votre diligence. De rien. Bonne journée. Merci. À vous aussi, monsieur. Au revoir. Les serrures ont bien été changées. Il y a eu effraction. Une procédure pour squat peut donc être engagée. Ce passage est complètement surprenant, presque inattendu pour moi. Là, on est réellement dans du service additionnel. Donc, ce qu'il y a de fabuleux sur cet entrepreneur, Yann Collet et son associé, c'est qu'ils ont vraiment trouvé une niche qui est hyper intéressante et que je te partage. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que alors, tu veux, c'est des marchands de biens au départ. Là, ce qu'il fait, c'est non réglementé. Donc, il n'est pas dans une activité réglementée. Hein. Il fait de l'immobilier, mais non réglementé. C'est-à-dire que là, il a un propriétaire qui l'a mandaté pour aller faire un état des lieux, finalement, d'un logement pour attester ou pas du fait qu'il y ait un squat ou non. Et c'est une procédure que je ne connais pas parce qu'elle n'est pas reconnue. Hein. C'est une procédure qu'il a dû découvrir en créant sa boîte et finalement en proposant des services associés dans la niche. Alors pourquoi je te parle de tout ça ? Parce que le mec, c'est un marchand de biens. Il aurait pu faire comme tous les marchands, c'est-à-dire taper de tous les côtés et finalement acheter moins cher, revendre plus cher comme font beaucoup de marchands. Là, non. Il a créé un site internet, Squat Solutions, qui est très propre. Et il propose vraiment un service ciblé pour tous les squats. Donc, il fait de l'évaluation du prix d'achat. Donc, comme une agence immobilière, sauf que c'est lui qui achète. Il fait l'achat lui-même. Donc, c'est lui qui achète derrière le bien. Il fait l'expulsion. Il prend à sa charge l'expulsion des squatteurs. Il fait de la sécurisation de biens pour les propriétaires. Parce que, comme je te disais, il y a une vraie méconnaissance à ce niveau-là pour savoir comment faire. Il y a plein d'autres solutions. Je ne vais pas tout te donner dans le podcast, ça serait trop long. Mais j'imagine que même lui, il en connaît d'autres que Muret. Moi, c'est un peu extrême parce que je suis un garçon un peu extrême. Mais bon, voilà. Il fait le stockage des effets personnels des squatteurs. Ça, c'est vraiment énorme.
il fait le nettoyage des biens pour les propriétaires, il fait les travaux de remise en état pour les propriétaires, il fait la remise en vente des biens pour les propriétaires qui ont été squattés mais qui ne sont pas passés par ses services. Bref, il s'est vraiment spécialisé dans ce métier sur différents pôles et je pense que le mec doit travailler comme un petit cochon. Bravo à lui. C'est dans le bon sens du terme que je parle comme ça, c'est amical bien sûr. Et il a vraiment bravo, je le salue. C'est vraiment hyper malin de s'être logé comme ça dans une niche et d'avoir finalement élargi le spectre de ses compétences et du coup de ses propositions de service pour aller proposer finalement, répondre à une problématique bien spécifique à une tranche de personnes qui sont laissées pour compte. Parce que bien évidemment, on est les méchants riches propriétaires. Mais c'est connu. Moi d'ailleurs, quand je gagne de l'argent, je vole l'argent de mes voisins et je vais m'acheter des biens immobiliers comme ça, là, allez. Bref, je me lâche un peu parce que ça me gave. Ça te montre en fait pour moi la défaillance générale et ça te montre aussi que une défaillance générale étatique d'un bout de la population, des laissés pour compte dans une situation très extrême comme celle du squat, est une opportunité formidable pour ceux qui sont prêts à prendre le problème à bras le corps. Donc non seulement tu viens de découvrir un business model que tu peux générer, il a créé sa boîte pour 1000 balles. Je veux dire, si tu n'as pas 1000 balles et la capacité de créer toi-même ton site internet, ben excuse-moi, mais désabonne-toi, on n'est pas fait pour bosser ensemble, hein, c'est même pas la peine que tu regardes mes programmes. Et ensuite, derrière, il a juste eu l'intelligence de créer une entreprise avec un service étendu pour ses clients. C'est tout. C'est tout. Je veux dire, il y a de l'argent partout, mec. Meuf, je sais pas comment il faut jamais dire, hein, tu m'en veux pas. Moi, je suis pas sexiste, hein, j'aime tout le monde. Mais voilà, il y a de l'argent partout à gagner dès l'instant que tu es prêt à travailler. Voilà, je vais te dire, c'est le seul secret de la réussite, quoi. Bosser. À Neuilly-sur-Marne, ce matin-là, c'est l'épilogue d'une longue procédure. Devant la maison de sa mère, Philippe Thomas attend les forces de l'ordre pour l'expulsion des squatteurs. Il est en compagnie de Théo, l'associé de Yann Collet. Comme un passage de relais entre l'ancien et les nouveaux propriétaires. Pour vous aussi, là, c'est une journée importante ici ? Ah bah oui, c'est très important. Ouais. On a racheté la maison à M. Thomas et ensuite on va sécuriser la maison, on va faire les travaux, on va tout rénover et ensuite on va la revendre. Et pour faire ouvrir la porte de la maison encore fermée, Bonjour. l'huissier mandaté par les propriétaires vient d'arriver. C'est en très mauvais état à l'intérieur, ça je vous le confirme. Ensuite, ouais, je comprends votre émotion parce que ça a été un lieu de vie pour vous, un lieu de vie de votre maman. La police arrive. Une trentaine d'agents est réquisitionnée pour l'expulsion. Un dispositif classique pour une évacuation d'un squat avec plusieurs familles. Bonjour monsieur. Allez-nous ici. Bon, vous savez pourquoi on est là? Vous parlez français? D'accord, bon, alors vous allez... La police investit les lieux et demande aux occupants de partir. Ils sont 24 personnes, 13 adultes et 11 enfants, qui sortent les uns après les autres avec leurs affaires. C'est très dur de voir des gens dans une telle précarité. C'est bien sûr. Malgré tout, ils sont dans une maison qui n'est pas à eux. Et voilà, ils ont pas le droit d'être là. Donc ici, on a le quart de CRS, j'allais dire, c'est pas du tout ça, c'est la police qui se déplace. Ils sont une trentaine, parce qu'après, ne crois pas qu'ils sont toujours une trentaine. Moi, j'ai vu des expulsions qui étaient faites avec 4 policiers. Ça dépend vraiment de la constitution, plutôt du nombre de personnes qu'il y a à déloger, en fait. Donc, bon, ça, c'est quand même important de le préciser. Il y a une problématique et ça amène sur le tapis une dimension aussi de moyens. Il faut que tu saches que pendant qu'ils sont là, ils ne sont pas ailleurs. Donc il faut que tu comprennes que c'est aussi un problème d'organisation interne. Certes, moi j'ai tendance à critiquer la justice, mais il faut savoir aussi reconnaître à ce stade que pour le préfet et pour l'organisation générale d'une ville avec des forces de l'ordre, mobiliser autant de personnel sur sur une affaire qui va prendre un moment, parce que là, ils en ont pour une matinée, le temps que vraiment soit sécurisé, il faut qu'ils restent là. Ils font pas, et en plus, il faut quand même savoir qu'ils sont là au cas où ça dégénère, mais de manière générale, de toute façon, les squatteurs savent que ça va s'arrêter, ça se passe en général très bien, il arrive parfois que ça se passe très mal aussi, mais on en vient rarement à l'usage de la force. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'ils font plus acte de présence que ce qu'ils sont utiles de manière relativement générale. Et comme ils vont le signaler tout à l'heure, on va le voir dans un instant,
il y a aussi, on va dire, le temps de passation qui doit être effectué, dans le sens où les policiers restent jusqu'à ce qu'il soit garanti que le nouveau propriétaire ait bien pris possession des lieux, parce que tant qu'il n'a pas pris possession des lieux, et s'il ne fait pas le nécessaire dans un laps de temps très court, mais on va le voir, hein, de toute façon ils vont le dire dans un instant dans le reportage, les squatteurs peuvent re-rentrer et on repart pour une nouvelle procédure. Enfin, le truc est délirant, quoi. Voilà. Ce que je veux te dire aussi, c'est que on peut avoir de l'extérieur, je pense, pour toutes les personnes qui voient ce genre de scène de l'extérieur, se dire mais que les professionnels, enfin, que les gens qui interviennent dans ce genre d'activité sont très froids. Mais parce qu'en fait, comment je vais dire, d'abord quand tu travailles là-dedans, et encore plus pour l'entreprise de Yann Collet qui travaille qu'avec eux, mais il y a une forme de récurrence et donc tu es habitué à voir des choses et donc du coup tu deviens... voilà, tu n'es plus entre guillemets comme tout le monde face à la misère humaine. On n'y est jamais réellement habitué, mais ce que moi j'essaye de te dire, c'est que y a une forme de continuité, comme quand tu fais un travail particulier. Tu vois, par exemple, les gens qui travaillent dans des morgues, ils ont l'habitude d'être au contact de la mort. Moi, si je voyais un cadavre, j'en vois, hein, dans l'immobilier, on voit des cadavres aussi, hein, d'ailleurs, hein, ça m'est déjà arrivé. D'ailleurs, ça a une odeur très particulière. Juste pour la petite anecdote, je te le raconte. Moi, j'avais dans un immeuble, un jour, ça puait, mais en fait, il y avait un cadavre, quoi. Bon, bref, passons. Bref, tout ça pour te dire que voilà, tu vois des choses assez étranges dans ces boulots-là, et à la fin, tu es un peu blindé, donc on peut croire qu'il y a une forme d'indifférence, alors que c'est pas le cas. C'est plutôt, voilà, ça fait partie du boulot, on fait avec, comme tu l'imagines. Malheureusement, les squatteurs ne sont pas à leur place ici, ils n'ont rien à y faire, les choses doivent rentrer dans l'ordre. Sur le trottoir, la tension commence à monter. C'est bon, madame ? Il y a une tension nécessairement, ils quittent un lieu qu'ils occupaient illégalement, ils sont un peu dans le désarroi et on peut le comprendre, mais force doit rester à la loi et la décision de justice est appliquée. Je rappelle que c'est une décision de 2018, ça va faire déjà 2 ans et demi que ça dure, il y a un moment où il faut que ça s'arrête. Pour pouvoir les expulser, la préfecture a dû proposer des solutions de relogement temporaire, quelques nuits d'hôtel. Insuffisant selon eux. Regarde, mon 5 enfants, il n'y a pas où il est dormi. C'est beaucoup d'enfants, chef, c'est beaucoup d'enfants. Il n'y a pas de maison, il n'y a pas à manger. Mon travail, après, pas de travail. J'ai besoin d'une maison, quelque chose. C'est comme il fait. Au bout d'1 heure, les forces de l'ordre quittent la maison, entièrement évacuées. Théo s'apprête à prendre possession des lieux. La police le met cependant en garde. Sous-alarme, le plus vite possible, sans présentiel ici. Il n'y aura personne ? Si, obligatoire. Théo a prévu d'embaucher un gardien 24 heures sur 24. J'ai une question pour toi, une question qui j'espère ne va pas trop t'énerver. À ton avis, qui paye les nuits d'hôtel à ces squatteurs expulsés? Oui, je pense que tu as compris quelle était la réponse. C'est toi, c'est moi, c'est nous, c'est la collectivité. Et il y a une problématique, une dimension encore plus écœurante dans cette histoire, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que les hôteliers profitent de ce gâchis financier pour surfacturer aux collectivités bien finalement les nuits d'hôtel des squatteurs. Mais après tout, à qui devons-nous jeter la pierre ? Est-ce que les hôteliers ont tort et ne devraient pas abuser de la situation ? Ou est-ce que tout simplement, c'est pas normal qu'en fait ce soit nous qui payons le logement à ces squatteurs ? Point amusant, drôle, j'en sais rien, ironiquement je dis ça, mais qu'il faut quand même souligner, quand le squatteur te dit « mais comment je fais pour travailler ?» il a raison. Le paradoxe de cette situation, c'est que quand tu n'as pas d'adresse en France, tu ne peux pas, comme je te l'ai dit tout à l'heure, travailler, recevoir un chèque, avoir une vie. En fait, on ne se rend pas compte à quel point ton adresse, elle a une importance dans la vie moderne telle que nous l'avons construite. Et ne pas avoir d'adresse est quelque chose qui complique excessivement ta vie. Alors ne t'inquiète pas, je ne vais pas prendre la défense des squatteurs, je les déteste toujours autant ceux-là. Mais c'est juste pour te dire que là où il y a quand même encore une problématique qui s'impose à nous, c'est qu'il y a un moment donné où là on est sur des gens qui abusent de la loi. Mais imagine quelqu'un qui est dans le besoin et qui a réellement besoin d'une adresse et qui est expulsé. Même s'il va dans un hôtel, c'est pas une adresse, il ne pourra pas donner l'adresse de l'hôtel. L'hôtel n'acceptera jamais de donner l'adresse. Les nuits d'hôtel, quelques-unes seront prises à la charge de l'État. Le mec sera remis dehors et devine comment finira l'histoire. Il ira resquatter ailleurs. Alors, là ici, je vais juste te raconter une petite histoire rocambolesque parce que j'ai vraiment envie de te la raconter.
et assis-toi confortablement. Ça va durer quelques secondes, je vais essayer de faire vite et tu vas voir, il y a tout un business aussi en parallèle qui s'est construit avec les squatteurs et ma foi, c'est quand même assez scandaleux. Alors c'était un immeuble squatté rue Louvel-Tessier dans le 10e arrondissement de Paris. Le 16 septembre, l'huissier, accompagné des forces de police, procède à l'expulsion des occupants. 6 familles représentant 22 personnes sont conduites en bus dans 4 hôtels. On les éparpille dans les quartiers différents, Porte de Vincennes, Bastille, Place Voltaire, Gare de l'Est. Mais sous la diversité des enseignes, Hôtel Feria, Hôtel Voltaire, Hôtel Bourgogne, respectivement 12e, 11e et 11e, se cache le même gérant, comme le prouve le registre du commerce. Dans la même poche, les familles font le même constat. Bien qu'hébergées à des adresses différentes, elles se sont aperçues que le patron de l'hôtel était le même, affirme Philippe Poulard de l'association du droit au logement, la DAL. Ce que ne nie pas la préfecture de Paris qui gère le dossier au travers du groupe d'intérêt public Habitat et Intervention Sociale, GIFIS. Le choix de l'hôtelier n'est pas le fait du hasard. On a l'habitude de travailler avec lui. On sait qu'avec lui, on n'aura pas de difficultés. Il accepte les personnes expulsées sans rechigner, précise le cabinet du préfet de Paris. Tiens, pourquoi ? Elle est marrante celle-là. Dans ces hôtels, les familles de Louvel-Tessier en côtoient d'autres qui ont connu les mêmes difficultés. L'essentiel des chambres sont occupées par des expulsés. À 300 francs la nuit, oui je sais c'est en francs, les affaires vont bon train. L'hébergement des 6 familles de la rue Touvéel mobilise 12 chambres, coût total par nuit 3 600 francs, soit 108 000 francs. Depuis leur expulsion, la note atteint déjà 200 000 francs. C'est une situation provisoire, argumente la préfecture. Une enquête sociale est effectivement en cours pour reloger ces familles qui ont toutes des parcours résidentiels difficiles. Mais la recherche d'un logement définitif en HLM prend généralement plusieurs mois. Du coup, la note hôtelière s'envole inexorablement pour toi et moi, le contribuable, car l'essentiel est réglé par les services sociaux. Lorsque la situation s'éternise, les familles paient une partie de l'addition pour la rue Louvel-Tessier. Leur participation ne devra pas excéder les 20% de leurs revenus. Alors pourquoi je t'ai pris une très vieille affaire ? Bien parce que j'avais pas envie de te donner une affaire récente parce que les scandales seraient en euros et tu pèterais littéralement un câble. Je t'invite à faire tes propres recherches. On parle simplement sur une vieille affaire en francs, ça te laisse imaginer l'ampleur du scandale et du business qui a lieu et qui court autour des squatteurs. Et bien évidemment, personne n'en parle, personne ne s'en occupe. L'idéal pour toi n'est pas de t'apitoyer, mais bien de faire comme Yann Collet, de créer une société et de te joindre au festin. Parce que crois-moi, s'il y a une chose à garder dans l'histoire, que tu sois hôtelier ou que tu sois racheteur de biens squattés, il y a de l'argent à se faire, c'est un business plus que juteux. Premier pas dans la cour, occupée par des cabanes de fortune où dormaient plusieurs personnes. Aux côtés de Théo, le serrurier joue ce jour-là un rôle crucial car l'urgence est de sécuriser au plus vite les lieux. Là, il casse le carreau et rentre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer une maison en entier, on va mettre des tôles sur toutes les ouvertures, même la porte, comme il y en a 2. On va garder la deuxième ouverte, enfin seulement la porte, pour que le gardien puisse être à l'abri quand même, et garder jour et nuit la maison jusqu'à ce qu'il y ait une alarme. Philippe, l'ancien propriétaire, est autorisé à entrer à son tour. Je vous laisse malheureusement, ça va être assez émotionnel pour vous. Après 3 ans de squat, il redécouvre la maison de sa jeunesse, dans un triste état. De pièce en pièce, à l'intérieur comme à l'extérieur, le constat est amer. Vitres cassées, fuite d'eau géante, plusieurs tonnes de déchets à évacuer, électricité hors d'usage. Pour les nouveaux propriétaires, le chantier est colossal. Je peux pas estimer les travaux en termes de coûts sans avoir de devis, c'est trop compliqué, mais en termes de quantité de travail, c'est phénoménal. Il faut refaire la maison de A à Z. On garde les fondations et on recommence, quoi. Pour essayer de sortir les propriétaires de ce cauchemar, une nouvelle mesure vise à accélérer les procédures d'expulsion. Après constatation du squat, ils pourront saisir directement le préfet, sans passer par un juge. Des délais raccourcis, en théorie, car rien n'indique que les préfets aient davantage les moyens pour intervenir. On est donc à la fin de l'émission, j'ai 3 grands points à couvrir. Je vais commencer par le propriétaire. Voilà, moi c'est triste, ça
ça me ravage de voir et de constater avec lui l'état de la baraque, là où il a vécu. Je t'ai coupé un passage où il est ému parce que ils ont tout détruit à l'intérieur. Bon, bref, voilà, je vais pas étaler le truc. Bien évidemment que, comme dans tous les marchés de gré à gré, cette situation est à l'avantage de ceux qui acceptent d'endosser la problématique. Et bien évidemment que d'un point de vue extérieur, on pourrait se dire il s'est fait arnaquer parce que nanana, mais il est pas en mesure matérielle de faire face à une situation dont l'État est responsable, d'ailleurs, je tiens à le préciser, mais qu'il l'a posé dans une position où un particulier ne peut pas faire face. D'ailleurs, ça m'amène au deuxième point que je veux souligner. Note que la réaction de l'associé de Théo, je crois que c'est ça, hein, qui, quand il est interrogé, mais comment vous allez faire? Parce que là, ils sont partis, vous allez murer, non, donc ils vont juste placarder et ils vont mettre un gardien. Ça peut t'interpeller parce que tu peux te dire, mais ça va coûter vachement cher. Mais que ce soit Yann ou Théo, n'oublie pas qu'ils ont une société et que tout ça, ils vont le déduire donc, de l'opération et que l'approche d'une entreprise sur ce type d'opération est totalement différente d'une approche d'un particulier. Et d'ailleurs, je tiens à t'indiquer que mon astuce des quérons ou des moellons, je ne sais pas comment selon les régions on dit les choses différemment, elle est bien meilleure, surtout si tu commences en tant que marchand sur ce type de projet, parce qu'elle est beaucoup moins onéreuse qu'un gardien jour et nuit. Mais l'opération qui consiste à placarder simplement les portes et les fenêtres, mettre un gardien et faire les travaux pour que après derrière la maison rentre soit en ordre, etc., est plus rentable parce que ça coûte moins cher de mettre de placarder les portes et de les enlever et puis après de changer les menuiseries et de faire un truc nickel que de murer, casser, tu vois. Voilà. Donc, je voulais te donner une petite explication technique sur la partie de comment était traitée l'affaire par le professionnel. Il la traite dans la mesure des capacités qu'il a financières, le gardien, et dans sa capacité à gérer ce type d'opération, les travaux, puisque derrière, il sait exactement comment ça va se dérouler, c'est son métier. Dernier point qui va nous permettre de boucler la boucle de cette série, que je trouve extrêmement intéressant sur cette conclusion. À la toute fin, on lui demande alors comment vous allez faire pour les travaux, l'état est catastrophique. Ça nous renvoie carrément au début de cette trilogie où on a Laurent qui rachète une baraque à la moitié de son tarif pour les mêmes raisons qu'ici, ils en ont fait un business. L'état est catastrophique qui, à lui seul, justifie du prix. Et bien évidemment que le mec va devoir bosser 3 ou 4 fois plus que sur certains logements classiques pour remettre ce bien-là en état. Ce qui implique que oui, il va gagner de l'argent et c'est OK en fait. Et donc tout ce marasme qu'on a eu grâce ou à cause de Laurent et sa femme sur la maison qu'ils ont achetée, qui met mal à l'aise toute une partie des personnes, je te le redis maintenant à la fin de ces 3 émissions, l'anomalie complète de cette situation-là, elle est complètement due à l'État et à son incapacité à gérer cette problématique ou à sa non-volonté de le faire. D'ailleurs, petit clin d'œil à tous les verts, à tout le parti politique vert, quand tu vois que sur cette maison-là, il y avait carrément un tuyau d'arrivée d'eau qui était coupé, sectionné et qui s'écoulait en permanence dans la cour, vas-y qu'on vienne me parler d'écologie après quoi. Je veux dire, rien que pour des raisons écologiques, les squatteurs devaient être sanctionnés immédiatement. Immédiatement, ils saccagent tout. Détournement de l'eau, détournement de l'électricité, dévoiement de l'usage même des biens immobiliers. Je veux dire, la liste est tellement longue que quand on me... En fait, moi, c'est ça qui m'énerve. C'est un petit peu cette hypocrisie générale dans laquelle on vit. C'est-à-dire qu'on est là, on nous casse les bonbons sur des trucs où en plus, on n'arrivera jamais au résultat qu'on essaie. C'est comme quand on te fait baisser encore les kilométrages de la vitesse du code de la route. Je veux dire, c'est quoi l'objectif quoi? Qu'il y ait plus de morts sur la route, ça n'arrivera jamais en fait. Jamais, tant qu'il y aura des routes, il y aura des morts. C'est comme ça. Accepte-le, c'est plus rapide en fait. Mais là, c'est pareil en fait. On est là, on te tanne l'esprit sur des trucs écologiques qui sont injouables. Et là où on pourrait agir, ah non mais là on va pas le faire parce que tu comprends, non c'est pas bien. La bienséance veut qu'on ne le fasse pas. Bref, c'est toutes ces contradictions qui sont extrêmement énervantes et que moi je vis très mal parce que j'y suis confronté au quotidien et qu'il y a des mecs qui n'y pitent rien là-haut, là-haut, ils sont pas là-haut, pour moi ils sont en dessous, mais bon, tu m'as compris. Je dis là-haut parce que j'habite dans le sud de Paris. Mais à l'Élysée ou je ne sais où, là où ils votent, leur truc débile, ces gens qui sont censés être notre élite, ils sont tous sauf notre élite,
ne comprennent rien professionnellement à ce qui nous arrive, votent des lois qui ne fonctionnent pas. Alors là, pour le coup, la loi elle a été votée, mais tu dois encore te retourner contre le préfet pour qu'il l'applique, quand ils veulent bien l'appliquer. Donc finalement, enfin bref, on est un pays qui marche doucement. Alors, encore une fois, et on le voit bien, et tout ce que je suis en train de critiquer est à la fois ce que j'aime dans la France et ce que tu dois apprendre à aimer, ça sera la conclusion. Tu vois tout ce marasme de la France, Yann Collet et son associé Théo en ont fait une opportunité et ils se gavent. Parce que eux, ils passent à l'action. Ils font des chèques à des mecs pour qu'ils se barrent, parce que n'en déplaise à tous ces gens, l'argent reste le cœur du problème. Ils arrivent à mettre des gardes et à gérer la problématique et à revendre plus cher, à faire leur beurre. Ils sont dans leur coin, ils encaissent. Et franchement, je vais te dire la vérité, c'est ce que tu dois tirer comme conclusion de toute cette affaire. La vérité, c'est que notre système marche très mal et que 80% du temps, peu importe le domaine d'activité dans lequel ça ne marche pas, puisqu'on est inefficace partout en France, c'est une opportunité pour ceux qui arrivent à se loger là où il faut et qui arrivent à en tirer bénéfice. De la même manière que tous ces squats sont une aberration faite et finie et pour laquelle tous les citoyens normalement constitués, je le précise parce que bien évidemment, comme je te l'ai dit, il y a toute une tranche de la population qui est anormale et qui se reproduit et qui donc avec lesquels j'ai pas trop envie de parler mais qui existent, bref, ceux-là on n'en parle pas, mais il y a toute une tranche de la population normale qui te diront c'est une aberration, ils n'ont aucun recours, eh bien sois ce recours et crois-moi, le pognon est pour toi. Et cette émission, elle est dédiée à tous ceux qui me disent « Il n'y a plus d'affaires à faire à Paris ». Ben regarde, s'il y a des affaires à faire à Paris. Il n'y a plus d'affaires à faire en France. Ben si, regarde, il y a beaucoup d'affaires à faire en France. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce pays parce que ce pays marche mal. Et le fait qu'il marche mal, c'est une opportunité en soi. Alors arrête de te plaindre, arrête d'être du côté de ceux qui sont là à accuser les uns et les autres sans jamais porter la responsabilité de leurs actes. Porte-toi en tant qu'un mec, sois un mec, prends les devants, ou sois une meuf d'ailleurs, peu importe. Prends les devants, crée une boîte dans un domaine où il y a un besoin, réponds à la problématique et je te garantis que tes comptes bancaires vont passer de 1000 à 2000 balles par mois à des chiffres que je ne peux pas dire parce qu'après on m'insulte et on me dit que ce que je dis n'est pas vrai et n'est pas normal. Bref, tu m'as compris. Merci d'être présent, de me laisser des commentaires, des étoiles. Va sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet formation. Il y a des formations. Si tu veux basculer de l'autre côté, il y a des livres aussi. Ça arrive dans ta boîte aux lettres. Et sinon, je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut!